On passe au deuxième volet de ce webinaire. C'est une autre intervention qui sera assurée par Monsieur le professeur Rahal Al-Harash. Et cette deuxième intervention, elle parle un peu de l'entrepreneuriat, de la réflexion à l'action. Alors, comme vous le savez, la réflexion et l'action, ce sont deux composantes fondamentales qui permettent d'atteindre les objectifs et qui permettent aussi de réaliser des projets et de réussir dans le processus entrepreneurial. Comme vous le savez, la réflexion permet de se fixer les objectifs et l'action permet d'influencer son environnement. Donc, il y a ici, on parle un peu de l'équilibre entre la réflexion et l'action. Donc, ce qui fait que quand est-ce qu'on peut assurer cet équilibre? Alors, on aura l'occasion aujourd'hui avec monsieur le professeur Rahal Al-Harash, mais avant de lui céder la parole, je vais essayer de présenter une fiche technique rapide et succincte de monsieur le professeur Rahal Al-Harash. Alors, monsieur Rahal Al-Harash, c'est un enseignant-chercheur en économie et gestion à l'EST d'Oujda. Il est chef de département de management. Il est coordonnateur de l'équipe de la recherche, développement entrepreneurial, managérial et théorie économique. Alors, monsieur Al-Harash, il a eu sa licence en économie d'entreprise à l'université Mohamed V. Il a poursuivi ses études à l'université de Caen, en France, où il a eu son DEA ainsi que son doctorat en sciences économiques générales à l'université de Caen aussi. Il a enseigné pendant 5 ans comme professeur à l'université de Havre et de Rennes. En 2010, eh bien, il a rejoint l'équipe pédagogique de l'Est. Marhaba bik Sir Rahal. Merci, barakallahu fik. Voilà, donc il a plusieurs études, recherches, il mène des projets de recherche, il s'intéresse beaucoup aux travaux de recherche qui s'intéressent principalement à la théorie du choix social, l'entrepreneuriat et l'intelligence économique. Voilà, donc on va essayer avec monsieur Al-Harash de se rapprocher davantage de l'entrepreneuriat, surtout la réflexion et l'action. Quand est-ce qu'on aura la capacité de développer un équilibre entre les deux? Voilà, je vous cède la parole, monsieur Al-Harash. Merci beaucoup, Monsieur Bachiri. Bonjour à tous, chers étudiants, chers professeurs et chers invités. D'abord, merci infiniment de m'avoir invité pour pouvoir partager avec vous mes réflexions par rapport à ce sujet-là qui paraît très intéressant pour nous tous en réalité, soit en tant qu'étudiant, en tant que professeur ou même en dehors de la sphère de l'université. Et comme vous le savez, l'entrepreneuriat maintenant, il est considéré comme étant l'un des piliers majeurs d'une économie florissante. Donc là, c'est le cas par exemple du Maroc, mais il reste toutefois fortement impacté par la culture locale, par nos formations, dans la mesure où en réalité le porteur de projet, il agit selon ce qu'il a acquis, selon ses croyances, ses convictions en réalité. D'où l'intérêt porté à la réflexion sur l'enseignement et ou plutôt même l'éducation du jeune à l'entrepreneuriat. Et surtout pour nous, on va essayer de voir donc en tout cas ce qu'on peut faire comme encouragement vis-à-vis de nos étudiants pour qu'ils passent à l'action. Donc parce qu'il faut s'arrêter, sachant que Monsieur Azizi nous donne en réalité, il nous a proposé un très bon exemple entrepreneurial si vous voulez, puisque il faut s'arrêter de continuer à réfléchir sans passer à l'action surtout dans l'enseignement donc à distance. Voilà, on a trop réfléchi depuis 2003, mais maintenant il est temps à passer à autre chose et à offrir, par exemple, à nos clients, si vous voulez, si vous permettrez, André, une formation même individualisée. Et je remercie d'ailleurs M. Azizi franchement pour cette intervention. En même temps, même si que pour moi, il me paraît un petit peu difficile de prendre la parole après M. Azizi. Là, ce que je vais partager avec vous, bien sûr, des réflexions sur l'entrepreneuriat
Et mon intervention sera articulée autour de donc à peu près 5 points. Dans un premier temps, je vais essayer tout simplement de présenter les concepts pour pouvoir nuancer la différence parfois entre certains termes qu'on entend parler toujours, entrepreneuriat, intrapreneuriat, esprit entrepreneurial, esprit d'entreprise, etc. Dans un deuxième temps, on va voir quel est l'intérêt dans l'entrepreneuriat en fait, soit pour l'individu, soit par exemple pour la nation. Et dans un troisième temps, on va essayer de voir comment les entrepreneurs actuellement ils pensent et comment ils agissent. Et là, je vais compléter ça avec le processus entrepreneurial dans le cadre d'un processus selon l'approche effectuelle en réalité. Et le dernier point, on va essayer bien sûr de donner la possibilité aux étudiants de savoir comment ils peuvent évaluer leur capacité entrepreneuriale ou leur potentiel entrepreneurial. Donc, sachant que chacun de nous, bien sûr, il a ses capacités et comment on peut le faire. Donc, comme j'ai déjà signalé, dans mon premier point, on doit comprendre de quoi parle-t-on. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, réellement, c'est quoi ce terme-là, qu'est-ce qu'il contient? Là, il y a deux visions en réalité qui prédominent et qui s'opposent. Une vision qui est associée en réalité, même dans la majorité des gens, ou même dans ce que j'ai remarqué dans la tête de nos étudiants. Donc, cette première vision, ils disent une chose simple. Lorsque je parle de l'entrepreneuriat, pour eux, c'est automatiquement la création d'une entreprise. Mais la réalité, c'est autre chose, parce que cette notion-là, si vous voulez, c'est tout simplement une notion restreinte. Par contre, la deuxième vision, il inscrit dans un processus beaucoup plus global, c'est dans le processus de création de valeur. Et là, pour la première vision, en fait, il va nous amener tout simplement à encourager ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise, qui est considéré comme la clé de la création d'emplois et l'augmentation de la compétitivité. Et ça, c'est ce que, par exemple, même la communauté européenne sur laquelle il essaye de travailler récemment, avec même des travaux de recherche, ou même au niveau pratique. Mais par contre, la deuxième vision, en fait, là, c'est que on essaie d'inculquer à l'étudiant de penser autrement, de composer en fait avec le changement et d'expérimenter des idées. Donc, et d'agir avec une certaine ouverture, une certaine flexibilité. C'est beaucoup plus large. Donc, en réalité, avec ces deux notions-là. Et bien sûr, dans cette présentation, il va s'inscrire dans le cadre de la deuxième vision qui va nous renvoyer sur l'esprit entrepreneurial au lieu de l'esprit d'entreprise. Et c'est pour ça, dans un premier temps, donc, par rapport, dans le cadre de cette vision-là, on considère l'entrepreneuriat tout simplement comme une compétence, mais une compétence transversale qui peut s'appliquer à toutes les sphères, soit dans l'enseignement, soit dans l'entreprise ou dans n'importe quelle organisation, même au niveau individuel. Donc, il passe en réalité depuis l'aptitude à favoriser le développement personnel, on travaille sur la personne lui-même, sur l'individu, sur l'étudiant ou le salarié, jusqu'à bien sûr la participation active à la société. Donc, ça, c'est une première, on peut dire, une première approche ou une première définition de l'entrepreneuriat. C'est ce que maintenant le concept avec lequel on essaye de travailler tout simplement, même dans l'enseignement, lorsqu'on pratique l'enseignement de l'entrepreneuriat. Mais là, c'est toujours dans le cadre de la réflexion. Et lorsque on parle de l'entrepreneuriat, automatiquement, il nous renvoie pour comprendre. Donc, bien sûr, l'entrepreneuriat, il peut être enseigné oui ou non. S'il peut être enseigné, donc on va voir s'il peut être éduqué. Donc, qu'est-ce qu'il va nous ramener vers quelle culture dans ce cas-là? C'est pour ça que je voulais partager également avec vous une réflexion sur la deuxième notion qui est la culture entrepreneuriale. La culture entrepreneuriale n'est que l'ensemble des valeurs, bien sûr, des convictions, des croyances qui sont partagées, également des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir qui vont permettre d'orienter nos comportements. Donc, ça, c'est une culture. Et cette culture, bien sûr, elle est partagée. Donc, là, par exemple, la culture entrepreneuriale dans la région de l'oriental, bien sûr, est largement différente par rapport à la culture dans le centre ou également en Europe, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir comment on peut, au niveau de l'enseignement, qu'on peut
éduquer, en réalité, enseigner l'entrepreneuriat en agissant sur ces éléments-là, en fait, c'est-à-dire sur l'environnement pour pouvoir, pour que les étudiants aient d'autres, en fait, idées supplémentaires par rapport à ce qu'ils voient dans leur petit environnement. Le terme d'après ou le concept d'après, donc là, ce qui s'émane en réalité de la deuxième vision qui est beaucoup plus large, c'est l'esprit entrepreneurial. Lorsque je parle que les étudiants doivent ou les jeunes doivent un esprit entrepreneurial, tout simplement, il faut qu'ils aient une façon de penser, agir autrement. Et ça, là, donc, lorsque donc, agir autrement, c'est-à-dire cette façon-là, il faut que, donc, avec l'esprit entrepreneurial, voient des opportunités dans des situations de changement, voir au lieu de chercher le changement, en fait, il faut qu'il agisse sur le changement. Il ne faut pas qu'il cherche pour s'adapter, mais en fait, il faut qu'il cherche à agir tout simplement et passer à l'action. Et également, cette façon de, si vous voulez, de penser, donc, il y a derrière une certaine prise de risque, mais une prise de risque mesurée. Mais il faut penser également de façon créative. Il faut être innovant. Il faut s'inscrire bien sûr, dans l'apprentissage continu. Donc, voilà, en fait, donc la différence entre ces concepts-là que je voulais partager avec vous. D'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat avec ces deux visions? Par la suite, donc là, dans la deuxième vision, comment on voit la notion de l'entrepreneuriat et qui va nous amener, bien sûr, à la notion de l'esprit entrepreneurial. Donc, n'est que maintenant, c'est juste, on peut dire, une nouvelle façon de réfléchir et de penser en s'offrant plusieurs possibilités, en sortant de la boîte. Il ne faut pas garder en fait la pensée, ce qu'on appelle la pensée logique, mais là, non. Donc, il faut sortir de votre boîte. Il faut également essayer de vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et pourquoi normalement on doit enseigner et pourquoi on réfléchit beaucoup plus récemment sur l'entrepreneuriat en tant que thème intéressant au sujet intéressant parce que il va apporter énormément d'intérêt soit pour bien sûr la collectivité ou pour l'individu. Donc par exemple là l'entrepreneuriat il va aider à renouveler le parc ou le tissu des entreprises. Si je prends par exemple le cas du Maroc, on a énormément en fait ce qui était récemment parce que des entreprises qu'on appelle des entreprises rentières. Et dans ce cas-là, avec l'entrepreneuriat, avec donc cet esprit-là, il faut renouveler, il faut passer à autre chose pour que nos entreprises soient beaucoup plus concurrentielles. Donc, également l'entrepreneuriat, et maintenant, il est perçu comme une solution aux problèmes, surtout aux problèmes d'emploi et de chômage. Donc là, avec bien sûr l'entrepreneuriat, l'étudiant, il doit penser à prendre son avenir entre ses mains, tout simplement. Au lieu de s'attendre d'avoir un travail, c'est à lui d'aller, de créer son propre travail, son propre emploi. Et l'entrepreneuriat, lorsqu'il va être intégré à tous les niveaux, donc ça va nous pousser donc bien sûr à des situations innovantes, ça va nous offrir plusieurs des autres opportunités innovantes. Aussi également le développement de cet esprit-là dans les entreprises et dans l'organisation, ce fond de prise d'initiative, il va nous permettre bien sûr de prise d'initiative, prise de risque, orientation vers les opportunités, les réactiver les opportunités. Il va nous pousser à avoir une certaine réactivité et une certaine flexibilité, les qualités ou les caractéristiques maintenant qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau du travail, en réalité même au sein des organisations. Là, je ne vais pas parler de l'entrepreneuriat, mais je peux également dire ici il s'agit de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire il faut prendre l'initiative, travailler, innover au sein de l'organisation, même en tant que salarié. Donc, la même chose pour en fait, le professeur. Donc, même si c'est un professeur, vous dites c'est pas un oncle, mais il doit être considéré maintenant. Il faut qu'il soit un entrepreneur. Il va avec la prise d'initiative pour développer, par exemple, des plateformes ou développer des nouvelles méthodes d'enseignement. Et là, c'est de l'entrepreneuriat aussi un entrepreneur de façon générale. Donc, également l'entrepreneuriat, parce que l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement du changement structurel à tous les niveaux, soit politique, soit technologique, soit social, soit organisationnel. Donc, mais maintenant, après, bien sûr, au niveau
donc de ça, au niveau de l'intérêt, on comprend très bien, donc de façon générale, que peu importe le domaine, peu importe donc le statut, c'est que tout le monde doit œuvrer pour pouvoir faire améliorer des choses en intégrant cet esprit-là, l'esprit dans l'entrepreneuriat, puisque vu ce que je viens de présenter, et même bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup d'intérêts normalement qui peut être apporté par l'entrepreneuriat. Après cela, je passerai bien sûr donc à des éléments qui intéressent beaucoup plus nos étudiants parce que puisque je fréquente souvent des étudiants dans des formations partout au Maroc en réalité, dans soit des conférences ou soit en réalité dans des espaces d'accompagnement. Donc les questions qui sont souvent posées, c'est quels sont les entrepreneurs? Est-ce que l'entrepreneur d'aujourd'hui, il est considéré comme un super-héros? Donc là, puisque ces questions sont fréquentes, là, je vais essayer de répondre à cette question-là, tout en présentant en fait comment l'entrepreneur normalement il agit et comment il pense en tout cas, mais surtout les entrepreneurs actuels. Donc, d'abord, théoriquement parlant, je partage avec vous cette définition-là, qui est bien sûr issue tout simplement de la théorie. Donc, selon un grand chercheur, donc un Merced, donc, qui a présenté l'entrepreneur en tant que tout simplement une personne qui a la capacité de connaître, de saisir bien sûr des opportunités et qui a la capacité, l'équipe et les compétences qui vont lui permettre de gérer le risque afin bien sûr de réussir. Ça, c'est une première définition. Donc, il faut qu'ils aient certaines qualités. Mais au niveau des terrains, je partagerai également avec vous la vision, donc, on peut dire, des praticiens. Donc, les théoriciens, comment on voit en fait l'entrepreneur? Maintenant, si je prendrai en quelque sorte le premier praticien, si vous voulez, Valérie Nakbila Vance, c'était la directrice générale en réalité d'Interego, donc une société canadienne, sachant qu'il a travaillé pendant 15 ans dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. En fait, il a une expérience de 15 années. Donc là, pour elle, l'entrepreneur, c'est tout simplement un individu qui a donc le courage de concrétiser ses rêves et qui peut exploiter toutes ses capacités. Parce que dans certaines conférences à elle, il a représenté donc la personne de façon générale, l'individu, sous forme d'un iceberg. En fait, donc là, c'est-à-dire il y a des capacités cachées et des capacités apparentes. En tant que personne, lorsque je regarde, j'essaye d'évaluer ou voir cette personne-là devant moi, je ne vois que ce qui est apparent. Mais ce qui est caché, parfois, il est beaucoup plus important. Donc là, il vous dit au niveau de l'accompagnement, c'est ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'aider les étudiants à extériorer, à exploiter ce potentiel-là, en fait, qui est beaucoup plus intéressant, ce potentiel caché. Deuxième également, Josie Cusson, c'est la directrice de donc la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Et il a pour elle, l'entrepreneur, c'est une personne qui passe à l'action. Il ne passe pas son temps, beaucoup plus de temps sur la réflexion, tout simplement. Donc là, il faut tout simplement aller directement vers le but sans passer par les 4 chemins. Troisième définition, par exemple, où il y en a énormément, donc je vais juste partager quelques-unes en fait. C'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des possibilités et des solutions là où les autres voient des problèmes. Dans ce cas-là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les contraintes et les obstacles, donc pour lui, il ne voit pas en tant qu'obstacle, en tant que problème. Donc là, il doit rendre ce qui est problématique en fait à son avantage, à son intérêt pour pouvoir aller plus loin, tout simplement. Devenir entrepreneur, c'est de donner la liberté de se dépasser. Donc là, l'entrepreneur, il est des qualités beaucoup plus importantes. Par exemple, il ne va pas se limiter à ce qu'il voit ou ce qu'il a, mais en tout cas, il doit mettre tout de son côté pour aller plus loin. Donc là, cet entrepreneur-là, tout simplement, il préfère, ou cette personne-là, monsieur l'entrepreneur, il préfère de foncer dans l'état que de se perdre dans des analyses trop compliquées. Donc là,
est impatient et ça ne va jamais assez vite à son goût. C'est le genre de personne. Également d'autres, ce monsieur-là, c'est tout simplement, il est considéré comme un bagarreur parce qu'il va défendre bec et angle son produit et son service de façon générale et son intérêt. Donc ici, lorsqu'il va foncer, on va éviter, donc bien sûr, donc on peut dire le dicton marocain, ce qu'on disait, non, parce que ce genre de personnes, elles ne réfléchissent pas comme ça. Donc je vais d'abord peut-être utiliser les ciseaux, je vais voir les conséquences et je vais agir par rapport à ce que je vois comme conséquences. Mais donc il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a énormément de qualités qui ont été listées dans la littérature et ce genre de personnes, donc bien sûr, ils vont être innovateurs, leaders, preneurs de risques, etc. Donc, et bien sûr, ces entrepreneurs-là, ils n'ont pas tous ces qualités, tout simplement, mais ils ont d'autres qualités, en fait, supplémentaires. Donc, ce qui signifie que la liste n'est pas exhaustive en réalité, mais pas tous les entreprises peuvent remplir ces qualités-là. Voilà, donc en tout cas, comment l'entrepreneur définit avec la notion théorique, on peut dire même la notion, si vous voulez, des personnes qui sont issues du terrain, selon leur vision des choses, mais en même temps, donc les qualités qui étaient recensées pendant des années auprès bien sûr d'un certain ensemble de personnes qui ont exercé cet entrepreneuriat, tout simplement. Une autre question donc, qu'on a posée en réalité dans la littérature, même dans la pratique, qui sont les entrepreneurs d'aujourd'hui. C'est vrai, auparavant, on donnait des exemples, même maintenant, on donnait à des jeunes des exemples des entrepreneurs, comme M. Chabi, comme M. Taziba, on apprécie. Donc ça, c'est des entrepreneurs marocains, ce n'est pas la peine que je donne donc bien sûr des personnalités étrangères, mais là, par rapport à notre contexte, voilà, ces deux personnes-là sont connues, mais effectivement, ce sont des bons entrepreneurs. Par contre, et la question est simple, est-ce qu'on aura à peu près la même chose avec ce genre de personnes? Bien sûr, la réponse est simple. Non, parce qu'on voit très bien que le contexte a largement évolué. Et dans ce cas-là, on voit de moins en moins, par exemple, de ce genre de personnes du RETI, et on voit plus des jeunes ingénieurs ou des diplômés dans des écoles et qui prennent le relève et qui passent à l'action en fait. Pourquoi? Parce que en réalité maintenant le domaine de l'entrepreneuriat, il a besoin quand même un certain bagage pour débuter, un certain ensemble de connaissances, un certain ensemble de compétences. Et donc je vais voir par la suite quels sont en fait, si vous voulez, les facteurs qui vont nous permettre de peut-être de commencer ou d'aller vers l'action. Donc, voilà les qualités, donc, bien sûr, de ce genre de personnes. Voilà l'histoire ou l'évolution, si vous voulez, des qualités des entrepreneurs, comment a été évolué. Plus que ça, ce genre d'entrepreneur, maintenant, les questions qui se posaient, auparavant, il avait, ou même jusqu'à maintenant, on a deux visions, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a donc deux façons de faire les choses. La façon classique, donc, qu'on utilise souvent, c'est quoi? D'abord, on a l'idée, on va chercher une idée. À partir de cette idée-là, on va essayer de l'étudier, on va la confronter au marché. Est-ce qu'on peut vraiment, donc, par exemple, si on invente un produit, est-ce qu'on peut le vendre? Quels sont les clients qui vont, bien sûr, avoir, peut-être ils ont la capacité d'acheter ce produit-là? Comment on peut, quels moyens pour distribuer ce produit? Et après, on va établir ce qu'on appelle donc un plan d'affaires, etc. Cette vision, comme on dit, une vision classique, a largement changé d'après après certain temps, d'après bien sûr Sarah Savati, une chercheuse en fait maintenant bien sûr c'est donc indienne donc qui est installée donc, aux États-Unis depuis quelques années. Il a dans ses recherches il a montré ou il a fait une étude sur en fait les entrepreneurs experts et comment ces entrepreneurs experts ils agissent. Les entrepreneurs experts, par exemple, c'est comme Bill Gates, c'est comme donc, bien sûr le fondateur de Apple ou d'autres, Facebook, etc. Comment ils pensent et comment ils disent. Et donc, quel est le processus, si vous voulez, entrepreneurial suivi. Là, il précise que le principe, donc il a précisé que le principe est simple. Donc, dans un premier temps, au ce niveau, avec cette approche, il faut se débarrasser pour eux, ils se débarrassent carrément de donc la pensée classique.
Là, le premier principe, c'est que d'abord, il faut penser à démarrer avec ce qu'on a. Je ne vais pas, avec ce principe-là, ce qui compte en réalité, tout simplement, c'est pas je vais fixer les objectifs et après, je vais chercher les moyens derrière pour atteindre les objectifs. Non, la logique est inversée. Avec ce que j'ai comme moyen, je vais voir ce que je peux atteindre comme objectif. Donc, je dois être beaucoup plus réaliste, tout simplement. Pour être clair, je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous avez invité des gens. Donc, vous dites, voilà, donc j'ai mes invités, ils vont venir demain soir, et dans ce cas-là, c'est normal, donc je dois préparer un petit dîner, par exemple. Pour préparer, il y a deux façons de faire. Soit je vais donc fixer ce que je vais préparer, peut-être un couscous, et je vais aller chercher les ingrédients. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Et la deuxième, donc ça, c'est la façon classique, si vous voulez. Mais la deuxième, donc en tout cas, façon de faire, ce qu'on appelle bien sûr la façon effectuelle, c'est que vous allez ouvrir votre réfrigérateur et vous allez regarder ce que vous avez dans le réfrigérateur et vous allez essayer de préparer un plat pour eux. Donc, avec ce que vous avez, vous allez préparer le petit déjeuner. Donc là, c'est pas la même chose. Donc le principe est simple ici. Par rapport à mes moyens, je démarre et je vais voir par la suite. Deuxième principe, c'est raisonner en perte acceptable. Bien sûr, je dois savoir où je suis, où je peux aller, qu'est-ce que je vais perdre dans tout ça. L'exemple même, si je prends un exemple d'un doctorant, après l'obtention de son doctorat, il va réfléchir. Maintenant, j'ai une idée. Je vais travailler pendant 6 mois sur cette idée-là. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, dans ce cas-là, je vais commencer à chercher un travail. Et pendant ce temps-là, vous savez très bien combien vous allez perdre ce que vous avez. Donc là, si vous avez raisonné de façon, bien sûr, acceptable. Troisième principe de cette approche-là, qui maintenant devient le principe, comme je dis, des entrepreneurs experts, c'est que là, on va chercher des engagements. Dans quel sens? Donc ici, je sais, je commence avec des moyens, parfois je n'ai pas assez de moyens, donc je dois chercher des partenaires, je ne peux pas travailler tout seul. Dans ce cas-là, dès le début, je regarde bien sûr quelles sont les parties prenantes qui vont m'aider et dans le but de co-construire en fait mon projet. Co-construire le projet, supposons que là, vous étiez parti voir un client pour lui proposer un produit. Il va vous dire, oui, votre produit, ça m'intéresse. En tout cas, mais par contre, il faut encore des améliorations. Et là, vous allez en fait essayer de faire engager ce client-là en tant que partenaire. Comment? Vous dites, c'est par exemple, je suis prêt à faire toutes les modifications que vous avez suggérées. Est-ce que vous pouvez être partenaire? Là, vous négociez et vous allez essayer de le faire adhérer à votre projet. Et là, vous allez essayer de créer de la même chose avec client fournisseur, de créer une sorte de partenariat. Donc, parce que vous n'allez pas attendre à chercher, par exemple, également du financement. Non, parce que là, au lieu d'aller vers le banque, par exemple, vous allez regarder faire adhérer à une personne qui a des fonds pour participer avec vous. Et ça, c'est le principe généralement des startups. Donc, le quatrième principe, c'est donc, ce genre bien sûr, de façon de faire, c'est que les entrepreneurs ici, comment ils se comportent, ils essayent de tirer parti des surprises, en fait. Comment? C'est ce que, donc, j'ai créé la limonade, en fait, parce qu'ils disent une chose simple. Donc, si je vous offre, en fait, des citrons, faites des limonades, tout simplement, dans le sens où, en réalité, au début, c'est vrai, vous avez une petite idée, vous allez démarrer avec cette idée-là. Mais par contre, une fois sur l'autre, vous voyez que vous observez une opportunité intéressante, vous n'allez pas, bien sûr, rester sur l'idée de départ. Il faut passer à autre chose. Et donc, d'une idée à l'autre et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'ils essaient, c'est leur façon de faire et d'agir. Également, donc le dernier principe, donc qui sont maintenant, on peut dire employés par donc ce genre d'entrepreneurs actuels, c'est qu'ils essayent en fait de créer leur propre avenir, de créer le contexte. Ils disent une chose simple: au lieu de prévenir donc l'avenir pour pouvoir le contrôler, maintenant si j'arrive à contrôler l'avenir, ce n'est pas la peine de le prévenir.
Donc, c'est cette façon-là que je vois. Donc, on essaye de contrôler en réalité. Donc, ce n'est pas la peine de chercher. Et donc, en réalité, donc, ici, de faire des prévisions, faire des stratégies et planifier beaucoup de choses, sachant que maintenant, si j'arrive à contrôler les choses, donc les choses sont beaucoup plus simples. Donc, ça, c'est leur façon de faire. Et avec maintenant ces principes-là, la théorie ou même la réflexion, la pratique a beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans beaucoup de situations, là, les principes de base qui ont été employés auparavant ont été changés. Donc, au lieu de démarrer, comme j'ai dit, avec l'idée, par la suite, je vais essayer de monter le projet, construire un business plan, chercher le financement et après et faire évoluer mon entreprise. Maintenant, non. D'abord, le point de départ, ce n'est plus l'idée. Le point de départ, c'est vous. C'est avec vous, est-ce que vous êtes, avec les moyens que vous avez, avec vos capacités, vous devriez travailler, c'est pour pouvoir démarrer. Et c'est vous, et beaucoup plus intéressant, vous a plus un déclencheur, c'est lui qui va nous permettre d'avoir l'idée. Ce n'est pas la peine de chercher l'idée d'abord. Comment je peux avoir l'idée? Avec ce que j'ai, avec mes études, etc., à certains moments, dès que les déclencheurs, ça peut être juste un accident, ça peut être un licenciement, vous travaillez, vous voyez que vous avez tout ce qu'il vous faut à certains moments, donc vous êtes licencié. Ah là, c'est un déclencheur. Donc, vous avez eu un accident quelqu'un. Ah là, c'est un déclencheur. Vous avez eu une information ou une formation quelqu'un. Là, ça peut déclencher. Donc, vous, plus ce déclencheur-là, c'est lui qui va vous donner une idée, en fait, d'affaires, une opportunité qui va vous aider. Mais l'idée en soi, ça ne vaut rien maintenant. Parce qu'il y a énormément d'idées qui circulent, de partage du ça. Mais par contre, l'idée sans action, oui. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est avec l'idée, vous passez l'action, oui. Il ne suffit pas d'avoir juste une bonne idée, ou l'idée du siècle, parce qu'il n'existe pas. L'idée, avec l'action, là, c'est ce qui est intéressant. L'idée avec l'action, ça offre l'opportunité. Ce qui signifie, on cherche l'opportunité d'affaires, mais en fait, même l'opportunité d'affaires, il faut la créer en fait. Il n'existe pas une opportunité d'affaires en soi, mais l'opportunité, c'est à vous de créer. Dans ce cas-là, là, on voit comment les choses fonctionnent maintenant. Donc, c'est l'action qui compte dans tout ça. Et par la suite, l'opportunité, plus maintenant les engagements des parties prenantes, et là, ça vous donne un vrai projet et un projet viable. Donc, c'est pour ça, généralement maintenant, il y a plusieurs praticiens, si vous voulez, même des théoriciens, on a commencé à adhérer à cette idée-là, de dire, voilà, il faut largement changer les choses parce que le contexte a changé, donc beaucoup d'éléments ont changé. Dans ce cas-là, il faut penser à passer à autre chose, à passer à une autre façon de faire, à d'autres approches en réalité. Donc, ce qui signifie, si vous voulez, la façon classique ou la pensée classique ou la pensée, ce qu'on appelle causale, doit être bien sûr abandonnée pour un nouveau changement, une nouvelle façon qui va nous permettre d'agir sur notre avenir, d'agir sur l'événement. Ce n'est pas la peine de rester pour subir, mais il faut penser à agir au lieu de subir. Donc, en tant qu'étudiant, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas dire que je vais attendre mon travail, je vais attendre pour que les choses soient faites correctement par les autres pour moi, mais vous faites partie de ce monde-là, vous faites partie d'une communauté. C'est à vous, dans tous les cas, d'œuvrer pour pouvoir changer les choses, même si à votre niveau, c'est ce qui est demandé. C'est ça maintenant, l'esprit entrepreneurial qu'on cherche de façon en général. Donc, j'ai dit, premièrement, c'est vous. Oui. Et là, puisque c'est moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois procéder? Est-ce que vraiment je suis capable, moi aussi, d'entreprendre? Peu importe, soit au sein de l'entreprise, ou on est en dehors de l'entreprise avec un nouveau projet. Donc, oui, là, la question, et oui, dès maintenant, je peux le dire, mais par contre, il y a une autre question qui a été débattue énormément dans la littérature. Est-ce que l'on est né entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Donc là, on voit clairement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous faut donc pour pouvoir être en quelque sorte un entrepreneur. Donc là, c'est pour ça
Donc, je vais tout simplement passer au point suivant qui est le potentiel entrepreneurial. C'est quoi le potentiel? Tout simplement, c'est l'ensemble des caractéristiques, des qualités, des compétences que vous devriez avoir pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir exercer ou exécuter efficacement donc, les tâches qui vous seront, bien sûr, qui seront vous confiées par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en tout cas le potentiel entrepreneurial. Mais également pour passer à l'action, donc là, d'abord, il vous faut un certain, comme j'ai dit, un certain bagage. Qu'est-ce qu'il me faut? Ça, c'est la question de pose. Sachant que, oui, ce potentiel-là, en réalité, il est défini, donc selon mes connaissances, en réalité, par 4 dimensions. La plus grande dimension, bien sûr, c'est l'environnement dans lequel on est éduqué. Parce que c'est tout à fait logique qu'on est influencé par notre environnement, soit politique, soit économique, soit social. La deuxième dimension, c'est notre personnalité, c'est le personnel lui-même, en fait. Je vais détailler pour la suite. Troisième, si vous voulez, dimension, c'est les compétences. Et finalement, la quatrième, c'est le déclencheur ou la motivation. Donc, l'intersection de ces 4 dimensions qui va en fait déterminer ce potentiel entrepreneur. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être entrepreneur? Oui, mais j'ai dit théoriquement, parce que là, parfois, il y a des capacités qui sont cachées qu'on n'arrive pas à les découvrir en vous. Mais maintenant, c'est une personne désireuse, en fait, d'évaluer son potentiel entrepreneurial, il faut qu'il travaille sur soi pour voir est-ce que ces éléments-là rayonnent ou non. Donc, parce que l'intersection de ces 4 dimensions, si vous voulez, qui va déterminer donc ce que vous avez et ce qu'il vous manque pour pouvoir, en quelque sorte, être des entrepreneurs. Lorsque j'ai dit la première dimension, je vais revenir là-dessus, donc c'est-à-dire l'environnement, on sait très bien. Une chose simple, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc ça, c'est le dicton populaire, on le sait très bien. Donc la fréquentation elle influence énormément. Également, on sait très bien que peu importe la personne, l'entrepreneur, il est le fruit de son milieu. Donc là, donc on peut voir les différents, dans quelques, si vous voulez, donc facteurs, aux éléments qui sont intégrés dans notre environnement qui nous influencent. Sur le milieu familial, si par exemple vous êtes éduqué, ou une personne éduquée dans une famille facile ou bateau par exemple, c'est pas la même chose qu'une personne éduquée ailleurs en fait, parce que son milieu il influence peut-être on va dire depuis son petit âge il est avec des commerçants, il est en train d'apprendre donc forcément il va être influencé. La même chose c'est le deuxième élément sur le réseau d'amis. Donc puisque vous fréquentez des amis, si vous avez des amis bien sûr experts ou autres ou tout ça, ils vont vous influencer. Le milieu professionnel, donc par rapport autour de vous, le milieu d'appui d'affaires, le milieu associatif, etc. Tous ces milieux-là, bien sûr, ils ont une grande influence. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais je suis né à Oujda, donc je ne peux pas changer et ma licence. Par contre, non, mais vous pouvez changer tout simplement votre réseau. Vous pouvez chercher un autre réseau. Vous pouvez, par exemple, même changer la fréquentation au niveau professionnel. Vous pouvez fréquenter beaucoup de personnes dans le milieu d'affaires, dans des contacts ou autres à la rigueur, qui vont peut-être changer votre vision des choses. Fréquenter même des entrepreneurs. Et là, votre vision va changer, largement en changer. Deuxième donc, dimension, bien sûr, lorsque j'ai dit la personnalité, les traits de la personnalité, donc c'est-à-dire que vous devriez d'abord vous connaître en réalité vous-même. Et là, donc j'ai emprunté, c'est donc ce que vous voyez devant vous. Celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant. Là-dessous. Plus, connais l'adversaire et certes, connais toi-même, et tu seras invincible. Ça, c'est donc l'élément de base. Vous devriez d'abord connaître bien sûr vos qualités. Ce que vous avez, ce qu'il vous manque, et vous pouvez travailler même sur ce qui manque en réalité, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, ici, les choses sont claires. Donc, ce qui signifie, je peux dire les choses autrement. Donc, si vous n'avez pas avancé, en fait, ce n'est pas à cause des autres. À cause de vous, en fait. Parce que le premier ennemi de vous, c'est vous. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Vous d'abord, dans ce cas-là, si vous voulez changer les choses, vous commencez avec soi. Donc, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on dit partout, même dans la religion ou dans d'autres principes, en fait. Donc, les choses sont claires. Donc, vous devriez, dans ce cas-là, travailler sur la personnalité. Lorsque je parle, bien sûr, le trait de la personnalité, c'est-à-dire tout simplement, c'est les attributs qui guident notre façon de faire, notre style ou notre consistance, donc qui guident nos comportements, en fait. Et là, nous avons, bien sûr, des éléments ou des dispositions qui constituent notre personnalité. Ces éléments, ces dispositions, soit elles sont innées, soit elles sont acquises. Donc, ce qui est inné, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est acquis, tout simplement, il faut travailler là-dessus. Et là, ça va vous permettre de travailler sur votre personnalité, de travailler sur soi et vous pouvez vous améliorer tout simplement. Donc, rien ne dit que quoi, il y a une différence entre vous et l'autre. Il n'y a pas de différence. La seule différence entre vous et l'entrepreneur ou l'autre de façon générale, c'est que peut-être l'autre, il travaille, vous ne travaillez pas. L'autre, il connaît ses qualités, vous ne connaissez pas. L'autre, il travaille sur ses qualités et vous ne faites rien. Donc, là où il y a la différence, tout simplement, mais nous sommes tous égaux en réalité. Donc, ce genre de, bien sûr, de qualité personnelle, donc ce que j'ai cité tout à l'heure dans les qualités qu'un entrepreneur peut avoir, ça, c'est la persévérance, par exemple, la tolérance à l'ambiguïté, tolérance au stress, l'innovation. Ça, il est lié à la personne, en fait. Donc, le développement de la personnalité, le développement parfois de la créativité de la personne. Deuxième, donc plutôt troisième dimension, oui, on a dit c'est un déclencheur, ou si vous voulez, la motivation. Lorsque je parle de la motivation, en fait, la motivation ne constitue qu'une construction, bien sûr, psychologique qui est débuté depuis votre enfance jusqu'à la fin de votre existence. Donc là, tout simplement, cette motivation, c'est un construit. Donc, c'est un résultat d'une construction psychologique parce que tout le monde, il a participé en même. Mais également, donc la motivation représente pas un facteur pour nous explicatif profond de la mobilisation ou l'attirance de l'individu vis-à-vis d'un but. Donc, vous êtes attiré pour atteindre un but, là où ce qu'on appelle la motivation. Donc, et vous pouvez travailler sur cette motivation puisque cette motivation, il est de deux sortes. Soit il est intrinsèque, soit il est extrinsèque. Intrinsèque, c'est l'énergie, bien sûr, qui est à l'intérieur de vous, qui va vous mobiliser d'aller vers un projet, par exemple, d'aller vers le but. Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Mais également, deuxième, donc, si vous voulez, donc, dimension de la motivation, ce que j'appelle la motivation externe ou extrinsèque, c'est-à-dire, tout simplement, il s'agit d'un facteur externe qui vous pousse à faire les choses. Là, par exemple, vous êtes attiré par une opportunité d'affaires ou puisqu'il y a une pression sociale, il vous pousse à faire quelque chose ou peut-être parce que vous êtes encouragé par votre milieu, par vos parents. Donc, là, c'est tout à fait normal. Donc, la motivation, c'est beaucoup plus importante et c'est le déclencheur, en fait, qui nous intéresse également là. D'autres exemples des motivations qu'on cherche, en fait, qui nous poussent à faire les choses, par exemple, le besoin d'accomplissement, besoin de reconnaissance, challenge, défis, etc. Les motivations externes, comme je vous ai dit, c'est une sorte d'incitation, d'encouragement. Et la dernière composante, donc la plus intéressante pour nous, c'est les compétences. Si vous voulez, compétences avec donc grand S, en réalité pour moi, avec S, c'est-à-dire il groupe l'ensemble les aptitudes et les habiletés, les connaissances qui vont permettre à une personne d'apprendre à exécuter efficacement les tâches. Ça, c'est donc ce qui nous intéresse. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, vous avez besoin de trois types de compétences. Les compétences, en réalité, donc conceptuelles. Donc là, l'entrepreneur, il doit avoir une vision, il doit avoir une stratégie, etc. Ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles, par exemple, la capacité d'être entouré par des personnes, donc la capacité de motiver l'autre, si vous voulez, de motiver les membres de l'équipe, et les capacités techniques qui sont tout à fait normales parce que vous devriez savoir comment une machine fonctionne, comment on peut le faire travailler, et tout simplement, si vous voulez, c'est une grande partie du savoir technique ou savoir-faire.
c'est les compétences entrepreneuriales. Donc, par exemple, ici, pour donner quelques exemples, l'habilité à reconnaître une opportunité, l'habilité à communiquer sa vision ou l'habilité sociale, c'est-à-dire vous êtes beaucoup plus social, vous avez la capacité, bien sûr, de construire un réseau beaucoup plus intéressant, d'être entouré par des personnes, mais pas n'importe quelle personne, des bonnes personnes qui vont vous aider d'accomplir vos missions ou vos rêves, etc. Des compétences en gestion, surtout, ça c'est intéressant. Par exemple, dans votre domaine, c'est vrai, vous maîtrisez la technique à la faculté des sciences, mais au niveau donc de la gestion, de management, il manque énormément. Dans ce cas-là, si vous avez la technique, si votre environnement est favorable, si vous avez la motivation derrière, il faut travailler sur cette partie-là. Donc, il faut travailler, par exemple, comment on peut gérer des personnes, comment on peut négocier, comment on peut gérer la trésorerie, tout ça, c'est important. Et surtout, comment vous allez peut-être négocier et savoir se vendre. Savoir vendre, savoir se vendre. Même en tant qu'étudiant, vous devriez avoir ça parce que lorsque vous allez accéder au marché d'emploi par la suite, vous devriez avoir cette capacité pour pouvoir se vendre vis-à-vis des autres parce que vous avez des compétences, comment vous pouvez vendre vos compétences. Donc là, qui va vous aider, et là, c'est ce genre de compétences également sur lesquelles il faut travailler et comme ça, vous pouvez compléter en quelque sorte vos compétences. Donc, au niveau de processus, si vous voulez, d'entrepreneuriat effectuel, j'ai dit d'abord c'est vous, par la suite c'est l'idée. Donc là, combien il me reste de temps, c'est Bachir? Ah ben, vous avez encore 5 minutes à 10 minutes maximum. Hein. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième, donc, en tout cas, point essentiel, même avec soit dans donc, la vision classique, si vous voulez, causale ou la vision effectuelle. Donc, l'idée, oui, c'est vrai. Après vous, donc, il vient l'idée. Mais la question maintenant, comment trouver une idée d'affaires valable? Ça, c'est la question qui se pose de façon générale et de façon automatique. Oui, j'ai le potentiel, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, peut-être, puisque j'ai travaillé sur moi, je dois passer à l'action, je dois passer à faire les choses. Donc, moi, il est là et je regarde peut-être il y a à côté des déclencheurs, s'il n'y en a pas, je peux travailler sur le déclencheur pour pouvoir avoir cette idée-là. Mais comment je peux trouver une idée? Mais certes, lorsque j'ai des idées, je parle d'une idée d'affaires. C'est-à-dire quoi? Une idée qui répond, donc bien sûr, qui va permettre à des personnes de répondre soit à un problème ou satisfaire un besoin. C'est ce que, de façon générale. Vous n'allez pas juste vous lancer comme ça. Oui, autour de moi, j'ai observé, j'ai trouvé. Il y a un problème. Je peux le résoudre. Par exemple, ici, il y a énormément, surtout dans cette conjoncture-là, avec bien sûr le Covid-19, et avec cette conjoncture-là, donc il y a énormément de problèmes, énormément de besoins. Par rapport à là, je trouverai des idées d'affaires parce que, effectivement, ce que M. Azizi a proposé tout à l'heure, il faut penser à une plateforme, par exemple, donc futuriste. Cette plateforme-là, comment je peux l'avoir? C'est une opportunité parce que je vais offrir, maintenant les choses changent, l'offre, il devient de plus en plus individualisé, personnalisé, même dans l'enseignement. Je vais proposer à une personne, tout simplement, donc, une offre d'enseignement qui est adéquate, cette offre-là, pardon, est adéquate à cette personne-là et pas à quelqu'un d'autre. Et là, c'est une opportunité parce que il y a un besoin. Et dans ce cas-là, ça constitue, à mon avis, une idée d'affaires parce qu'il va résoudre également un problème. Il va satisfaire un certain ensemble donc, de personnes. Donc là, c'est ce qu'on appelle une idée, mais une idée d'affaires et une idée faisable. Lorsque vous allez chercher une idée, sachant que, vous allez dire, oui, j'ai une idée, mais j'ai besoin d'énormément d'argent. Non, ça, c'est pas une idée d'affaires. J'ai une idée du siècle, mais je n'ai pas de l'argent. Non, oublions ce genre de réflexion, ce que je voulais dire, mais l'action, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut être réaliste. Par rapport à ce que vous avez, vous devriez avancer. D'abord, je regarde ce que j'ai comme moyen et d'aller vers l'avant, tout simplement. Comment je peux trouver une idée d'affaires? Bon, entre autres, là, il y a plusieurs. Soit bien sûr, des idées que vous pouvez trouver qui sont liées à votre personne, soit liées à votre environnement. Donc,
par rapport à votre personne, vous avez des expériences passées. Vous avez ce que vous avez remarqué. Par exemple, vous avez travaillé peu importe l'entreprise ou dans un service. Et par rapport à ce service, vous pouvez remarquer par rapport à ça, vous pouvez et avoir des idées. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez travaillé dans un service après-vente. Dans le service après-vente, on reçoit énormément de réclamations qui montrent parfois les défauts de certains produits ou qui montrent même les besoins. Là, c'est d'après vos travaux, d'après bien sûr vos expériences, vous pouvez voir des choses. Par rapport à une formation, comme j'ai dit, par rapport à ce que votre centre d'intérêt, vous pouvez avoir des idées également. Ou vous faites par exemple des recherches délibérées des idées. Comment vous pouvez le faire? Là, il y a énormément de sources qu'on pouvait faire. Par exemple, c'est ce qu'on dit généralement les journaux d'annonces, les foires, les expositions. Et là, il vous donne, en réalité, je vous invite d'y aller pour voir comment, pour avoir plusieurs idées. Et là, franchement, vous pouvez avoir énormément d'idées. Donc, lorsque j'ai dit l'environnement, par rapport, est-ce qu'il y a un changement ou les changements politiques, vous pouvez trouver des idées, en fait, par rapport à ce changement-là. Maintenant, par exemple, il y a des exigences maintenant, avec le Covid-10, il y a des personnes qui ont trouvé une opportunité d'affaires, ils l'ont saisi. Si je prends la construction, la fabrication maintenant des bavettes, donc c'est très intéressant. En fait, lorsque il y a certains, ils l'ont saisi, et en fait parce que avec ce changement-là, donc on a remarqué comme quoi il y a une idée, une opportunité et qu'on a créé avec notre façon bien sûr notre action, et là on a créé une opportunité et qui va nous rapporter bien sûr gros. Donc ça c'est un exemple parmi et d'autres. Donc il y a énormément bien sûr donc des méthodes qui vont permettre d'avoir des idées. Donc je suis en train de regarder bien sûr ma montre là, je vais donc il y en a d'autres bien sûr, il n'y a pas que lorsque vous pensez à la création par exemple, peut-être lancer dans une affaire de création d'entreprise dans ce cas-là, il n'y a pas que une nouvelles idées ou chercher des nouvelles idées. Il y a donc en fait, il y a la possibilité de reprendre des entreprises qui existent déjà parce que la personne, il sera à la retraite ou autre chose. Pouvez également, donc il y a une possibilité de créer des entreprises à partir des entreprises existent en fait. Donc vous vous mettez d'accord avec votre patron et vous créez en quelque sorte, vous travaillez pour lui, mais sous forme de sous-traitance avec une nouvelle entreprise. Donc, vous pouvez également, comme j'ai dit, à l'intérieur même de l'entreprise, vous pouvez saisir les opportunités ou chercher en fait des franchises avec des sociétés à l'étranger. Et ça, c'est ce qui est à la mode maintenant. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, tout simplement. Donc là, en fait, je vais conclure tout simplement avec ces deux, si vous voulez, deux citations-là. En réalité, ce qu'on dit de façon générale, surtout au niveau de notre parti, c'est une vaine ambition que de tâcher de ressembler à tout le monde, puisque tout le monde est composé de chacun et que chacun ne ressemble à personne. Donc, ça, on peut l'utiliser à tous les niveaux. Moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, je ne ressemble pas à l'autre. Dans ce cas-là, je ne dois pas chercher à me ressembler à l'autre parce que je suis une personne à part entière et j'ai des idées, j'ai des possibilités, j'ai des capacités que je dois exploiter. Et la dernière, je préfère m'arrêter en ayant raté des choses qu'en n'ayant pas essayé des choses que j'avais envie de faire. Et merci. Voilà, merci. Merci infiniment, Monsieur le professeur Al-Harash, de ta conférence éminemment intéressante concernant effectivement l'entrepreneuriat de la réflexion à l'action. Donc, ça a soulevé un ensemble de points très importants et même un diagnostic concernant un peu le profil de la région orientale. Bon, alors rapidement, je rappelle que Monsieur le professeur Rahal nous a parlé un peu sur la différence entre l'entrepreneuriat et l'esprit entrepreneurial et l'esprit entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Il a mis un accent qui permet de dire qu'il ne faut pas, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on parle de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est très, très soulevé, très, très intéressant. Et il s'agit d'esprit entrepreneurial, une façon de penser et d'agir, c'est-à-dire chercher le changement. Et c'est ça ce qu'il faut, essayer de chercher le changement au niveau des mentalités. Il a parlé un peu sur les apports de l'entrepreneuriat
On parle un peu sur la posture de l'entrepreneur, les caractéristiques des entrepreneurs et les fameux 5 P, hein, les 5 principes, hein, démarrer, raisonner, obtenir des engagements, tirer parti et créer du contexte. Ensuite, il nous a parlé de redéfinition du concept de base, en essayant de parler un peu sur l'environnement politique, social, etc. Et les trois sphères, hein, traiter de personnalité, les compétences entrepreneuriales et les motivations. Donc, monsieur le professeur Rahal, je vous remercie infiniment à mon nom en tant que membre de CEDOC et au nom de tous les participants avec nous. Alors là, ça, vraiment, pour moi personnellement, votre intervention incite, pour moi, hein, de la décortiquer en un ensemble d'ateliers de formation. Je dis bien l'atelier de formation parce que vous avez soulevé l'influence de l'environnement, hein, l'environnement familial, l'environnement professionnel, etc. Et vous avez un peu tiré sur l'atmosphère psychologique de notre région et les freins, hein, au niveau mental envers l'innovation. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, bon, alors pour les questions, beaucoup, ils ont confirmé un peu leur présence. Mais une question que j'ai ici, je vais vous la lire, monsieur Rahal. Oui. À votre avis, est-ce que la période de post-Covid-19 et post-confinement va être une vraie fenêtre pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes startups, surtout dans le commerce? Et merci d'avance. Merci beaucoup pour cette question. En fait, moi, cette période-là de post-confinement, ce sera une période de changement à tous les niveaux. C'est pour ça, pas au niveau commercial, industriel ou au niveau même de service. C'est pour ça que j'invite à tous les jeunes d'y penser et d'essayer franchement de saisir les possibilités qui s'offrent en réalité à eux dans cette période de post-confinement. Donc, il y a énormément maintenant, comme j'ai dit, des idées d'affaires qu'on peut les avoir. On l'a remarqué parce qu'on a énormément maintenant des problèmes. On a découvert énormément des besoins. Et là, c'est l'occasion d'essayer d'exploiter ce qu'on a observé comme problème, ce qu'on a vu comme besoin et de trouver une solution à ces besoins-là. Donc là, c'est au niveau de la création de l'entreprise. Par contre, au niveau, donc si je prends donc bien sûr le sens le plus large de l'entrepreneuriat pour exploiter tout simplement, il faut que les gens changent de mentalité, changent leur façon de réfléchir. Comme j'ai dit, sortir de notre zone de confort, de notre boîte en fait. Là, il faut regarder les choses autrement. Si vous voulez, au-delà de ce qu'on voit, donc pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Pourquoi? Là, on a vécu une chose très simple. C'est que nous sommes dans une période d'incertitude à tous les niveaux. Donc, ce qui signifie pour moi, la seule certitude, c'est l'incertitude. C'est notre conjoncture. Il n'y a pas autre chose. Je suis sûr d'une chose, que rien n'est sûr. Demain ou après-demain ou par la suite. Dans ce cas-là, il doit changer pour voir agir sur cette certitude-là, essayer de contrôler les choses tout simplement et n'essayer pas de s'adapter à ces choses-là. Donc, et là, pour changer, par exemple, comme j'ai donné l'exemple de l'enseignement, il faut changer les choses au niveau de l'enseignement. Au niveau du commerce, il faut changer les choses parce que maintenant, dans cette période de confinement, il y a des services, donc, par exemple, dans la société marocaine, on préfère le contact par rapport à le commerçant. Maintenant, non. On n'a pas le droit, c'était dans la période de contact. Mais il fallait penser, par exemple, livraison à domicile, il fallait penser à d'autres moyens, etc. C'est ce qu'il faut faire dorénavant et par la suite. Voilà, d'accord. Donc voilà, pour confirmer un peu ce que vous avez dit, on a ici un témoignage. Alors,
il dit, question plutôt constat, pardon, merci pour votre intervention, c'est intéressant. Je me permets d'ajouter, une personne qui n'a adopté un esprit entrepreneurial voit tout d'abord les obstacles et contraintes. Par contre, un entrepreneur développe sa sphère, c'est-à-dire l'environnement, qualité personnelle, au point qu'il arrive à voir les opportunités d'abord et puis considérer les contraintes comme un challenge, motivation. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis tout à fait d'accord parce que là, il fait partie en réalité donc des principes que je viens de citer en fait. Donc il faut tirer bénéfice des situations de l'incertitude des entreprises. Ça c'est ce que est présenté dans le principe 4. Donc là tout simplement, effectivement, même c'est que donc cette personne-là, il doit donc n'a pas peut-être et l'accès ou la possibilité d'aller à une école, mais ça ne veut pas dire en réalité, il n'est pas en train d'apprendre, parce qu'il faut, donc il faut dire une chose simple. Pour moi, il y a deux écoles. Il y a l'école classique, l'université, le primaire et le reste, et il y a l'école de la vie. Lorsque cette personne ou les personnes, ils sont en train d'apprendre de l'école de la vie, et ils seront en train d'agir par rapport à ce qu'ils ont pris et d'avancer également. Donc, je respecte tout à fait ce point de vue-là. Voilà, donc voilà, le témoignage, je l'ai trouvé, c'est un des lauréats de l'Oriental, précisément de l'ENSAO. Alors, il dit, par exemple, mon expérience, je suis issu de l'ENSA promo 2011. Nous avons perdu cette opportunité de créer notre réseau et par la suite profiter de l'effet réseau pour plein d'avantages, influence positive, raccourcis, facilité, accès à l'info. Je crois que c'est dû à notre mentalité à la région de l'Oriental plutôt bornée. Alors là, c'est un peu pessimiste cette personne-là. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, on n'a pas pu développer nos compétences à travers de développer des réseaux parce que dans notre mentalité, on n'a pas cette initiative-là. Ben, ça confirme un peu ce que vous avez dit là. Je vous donne la parole, M. Rahad. Oui, en fait, c'est tout à fait. En fait, à tous les niveaux, lorsque donc même si vous voulez chercher un travail, vous devriez passer par un réseau maintenant. Mais il fait partie des éléments qui sont enseignés même dans le marketing. Ça, c'est parmi les choses les plus intéressantes. C'est pour trouver un stage. Généralement, on dit, essayez d'abord dans votre réseau. Donc, pour pouvoir, par exemple, démarrer une activité, cherchez votre réseau. Donc, le résultat, c'est très intéressant. Par contre, je suis pas d'accord comme quoi, en quelque sorte, ça y est, c'est foutu pour moi, le temps est passé. Non, pas du tout. Donc là, il y a donc les possibilités de renouer contact avec les anciens, de renouer contact également, donc, ou de même d'avoir d'autres contacts avec d'autres personnes, soit avec les réseaux sociaux ou ça autre. Sachant que même actuellement, par exemple, dans notre établissement, nous sommes en train de travailler sur le montage d'un réseau en réalité, d'un réseau, ce qu'on peut appeler, peu importe l'appellation, alumni ou etc., les anciens lauréats, mais ça n'empêche que d'autres personnes, donc là, on essaye au niveau de l'EST, peut-être on peut le faire au niveau de l'université Mohamed Ier parce que ça facilite énormément des choses en fait. Mais ça donne la possibilité de créer de partenariats, soit maintenant, soit par la suite en réalité. Voilà, merci Monsieur Al-Harash, je vous remercie infiniment. Et même, je vous invite, si c'est possible, avec Monsieur le directeur de CEDOC, Monsieur Abdelmalek Azizi, pour essayer d'en discuter davantage pour qu'on puisse développer des ateliers concernant les compétences, développer les compétences entrepreneuriales. Parce que c'est vrai, pour moi, ça c'est une initiation qui est très intéressante, mais pour achever et aboutir, il faut développer ces compétences à nos lauréats, à nos doctorants pour qu'ils puissent prendre leur destin dans leurs mains. Voilà. Donc, merci. C'est vrai. Parmi l'objectif de cette intervention, en fait, c'est de susciter, on peut dire, l'intérêt par ce genre de discipline en réalité. Mais je crois l'objectif, merci pour cette remarque, parce que apparemment mon objectif est atteint. Par contre, je dis oui, je suis prêt et donc en réalité, je suis à votre disposition avec, il y a pas que moi, il y a toute une équipe derrière pour pouvoir monter, en fait, des formations, soit par les deux, pour les doctorants, pour autres.
autres, sachant que en fait j'ai un réseau, si vous voulez, une équipe derrière qui va me permettre d'offrir ce genre, en tout cas de formation sans problème. Ça, c'est intéressant. Merci infiniment, monsieur le professeur Rahal. Alors, je vous dis que on était suivis, on avait environ 181 participants aujourd'hui qui a pu suivre un peu les deux conférences. Monsieur le professeur Azizi, monsieur le professeur Rahal, je vous remercie infiniment d'avoir participé activement à l'animation de ce webinaire. On aura l'occasion de vous revoir encore une fois et merci. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à vous aussi. Yallah. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. شكرا.